Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, toujours depuis ma chambre d'hôtel depuis New York. Vous voici dans Dev Café, votre émission autour de l'actualité du développement mobile. Et à partir de 16h aujourd'hui, heure française, c'est le Firebase Summit, donc vous pourrez le suivre en direct. Sinon, vous prenez pas la tête et tout simplement demain dans Dev Café, je vous ferai un résumé des principales actualités à en retenir. Mais juste avant de démarrer, n'oubliez pas de liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et maintenant que tout cela vous est dit, direction les actus du jour. On commence ces actualités en s'intéressant à une actualité qui n'est pas tout à fait fraîche, mais qui est pour 2023, donc c'est pour ça que je me suis dit qu'on pouvait attendre un tout petit peu, et c'est tout simplement le Google Play qui va désormais avoir une interface légèrement plus optimisée sur les tablettes. Alors déjà, aujourd'hui, l'interface, elle est optimisée pour ce grand format-là, mais là, l'idée, c'est que ça va l'être davantage, et comme vous pouvez voir, finalement, il va y avoir très peu d'applications à la fois qui vont être affichées, parce que là, on est au format paysage, et il n'y a que 6 applications, donc, alors qu'auparavant, on était sur une sorte de forme de grille, et il y en avait donc beaucoup plus. Mais voilà, il faut dire quand même qu'aujourd'hui, le problème des applications sur le Google Play et les applications Android d'une manière générale, c'est que des applications optimisées pour le format tablette, il n'existe pas tellement que ça. Donc au final, avoir cette interface-là qui met peu de contenu en avant, c'est peut-être pas si grave. Alors pourquoi est-ce que ça n'interviendra qu'en 2023 et pas dans les prochains mois comme on aurait pu l'imaginer? C'est tout simplement parce que l'année prochaine, il va y avoir une nouvelle tablette par Google qui s'appelle la Pixel Tablet et qui va être d'ailleurs un peu un hybride parce que ça va fonctionner un peu en mode Google Assistant et vous allez pouvoir prendre la tablette, l'enlever d'un dock et donc l'utiliser en tant que tablette. Donc il y aura un peu ce mode hybride dessus et donc forcément, il va falloir des applications pour les tablettes. Donc le conseil ici, c'est commencer à faire des applications optimisées parce que si cette année c'est un peu Wear OS le focus, l'année prochaine a priori ce sera celui des tablettes Android. Et on continue sur le Google Play avec deux informations qui nous intéressent nous aux développeurs, à savoir que sur des achats qui ont lieu en Suisse, eh bien vous savez il y a une commission de 15 à 30% qui est prise. Et donc ce qui va changer en Suisse, c'est que désormais la taxe, la TVA même plus précisément, de 7,7 va s'appliquer sur les achats. Donc voilà, petite modification. Et pour ce qui est du Vietnam, là c'est carrément différemment. Google ne va rien facturer et c'est totalement à vous à tout gérer. On enchaîne ensuite avec Ty Smith qui est un ingénieur de chez Uber et qui est également un Google Developer Expert sur Android. Et il a regardé une conf de quelqu'un de chez Google et ce qu'il a appris c'est que désormais Kotlin était le langage à privilégier côté serveur chez Google. En tout cas c'est les recommandations pour la partie serveur utilisant une machine virtuelle Java. Donc auparavant, les développeurs, les ingénieurs Google utilisaient du Java. Désormais, la recommandation, c'est de faire du Kotlin. Et ce qu'il a aussi remarqué dans le talk en question de chez Google, c'est tout simplement qu'il privilégie plutôt d'avoir une stack uniquement JVM, plutôt que mélanger par exemple du C++ et du Java, parce que c'est tout simplement plus simple à gérer. Avant de regarder les actus en bref, comme vous le savez, aujourd'hui c'est le Firebase Summit, mais c'est pas pour autant qu'on ne peut pas critiquer le Firebase Summit. Et ici c'est un article d'une société qui s'appelle K-Optional, il me semble, et eux justement ils expliquent pourquoi ils n'utilisent plus Firebase aujourd'hui. Alors avant de regarder justement les raisons, en gros l'article est fait en ceux qu'ils aiment versus ceux qui n'aiment pas et qui les ont poussés à regarder ailleurs. Donc dans ceux qu'ils aiment, il y a tout ce qui est Firestore, authentification, hosting, bref un peu toutes les fonctionnalités qu'il peut y avoir dans Firebase. Et là-dessus il y a 2-3 petites choses qui les chagrinent, à savoir déjà le fait qu'il faille forcément un compte Google pour pouvoir se connecter. Ensuite concernant la partie hosting, on ne peut déployer un site que dans sa globalité, on ne peut pas dire qu'on veut déployer que certains fichiers, donc eux ça les dérange. Également la création d'index de Firestore peut être relativement longue et ça peut dépendre à tout moment, parfois c'est court, parfois c'est long. Également, et là c'est un problème, mais bon pour moi ça n'est pas vraiment parce qu'on le sait depuis le début, à savoir que Firebase c'est fermé, donc ce n'est pas open source, donc ça veut dire qu'à tout moment le service peut fermer, par exemple comme Stadia, mais ça on le sait d'avance, et pareil les API peuvent changer, et on ne peut rien y faire contre, on peut pas dire j'utilise l'ancienne version par exemple parce que ce serait auto-hébergé, non ça c'est tout simplement pas possible. Et également une des critiques qu'ils font c'est autour de l'émulateur qu'ils trouvent un peu difficile à débugger, mais surtout pour eux les deux grosses critiques qu'ils font c'est autour de la différence entre GCP, donc Google Cloud Platform, et Firebase qui a toujours été compliqué à faire. Et eux, par exemple, pour les Cloud Functions, pour l'accès au log au Cloud Function, auparavant tout était dans Firebase, maintenant il faut le faire depuis la console du Google Cloud, ce qui n'est pas forcément très pratique. Et également, ce qu'ils indiquent, c'est que eux, dans leur cas très particulier, ils ont beaucoup de Cloud Functions, et il existait en fait une limitation qui était de 80 ajouts ou suppressions de Cloud Functions toutes les 100 secondes. Donc auparavant, ce quota existait bien, mais il n'était pas mis en place.
et depuis quelques temps c'est le cas, et Cautional explique qu'ils ont basculé leur nouveau client de Firebase vers Supabase à la place. Pour rappel, Supabase c'est un équivalent en open source et qui utilise Postgre, sachant que Supabase on peut soit l'auto-héberger, soit utiliser leur solution de cloud, alors que Upright par exemple, il faut automatiquement l'auto-héberger. Donc vous verrez d'ailleurs dans le sondage du jour que je vous pose une question autour des backends as a service. On prend maintenant quelques secondes de pause pour les actus en bref, c'est-à-dire des actualités pas toujours très importantes, mais qui vous sont toujours très utiles à savoir. On est sur YouTube et vous avez très probablement déjà entendu parler des vidéos sponsorisées par World of Tanks ou World of Warships, qui sont développées par un studio australien nommé Wargaming. On apprend qu'il vient de se faire racheter par Riot Games, à qui l'on doit des jeux comme League of Legends ou Valorant, mais pour un montant inconnu. Le web et les articles de presse est un sujet complexe auquel Google et Meta avaient essayé d'apporter leur réponse. Pour que les éditeurs de presse se fassent bien voir, il leur fallait implémenter de l'AMP ou encore les Instant Articles. Mais ces investissements auront été vains puisqu'après l'arrêt d'AMP par Google, voici que Meta souhaiterait mettre fin aux Instant Articles. Cet arrêt serait dû à une faible utilisation de ce contenu qui serait estimé à seulement 3% du flux vu par les utilisateurs. Chaque année, Forbes publie un classement des meilleures entreprises au niveau mondial. Elle se base pour cela sur un questionnaire envoyé à des milliers d'employés dans le monde et les questionne sur la responsabilité sociale, l'image de marque ou encore le développement des talents. Et au final, le top est principalement trusté par des entreprises technologiques comme Samsung, Microsoft et IBM aux 3 premières marches. De manière plus anecdotique, regardez si vous n'avez pas de vieux téléphone sous-scellé puisqu'un iPhone de première génération vient d'être vendu aux enchères pour 39 000 $ alors qu'il en coûtait seulement 600 en 2007 lors de sa sortie. Et enfin, fait marrant mais un peu flippant tout de même, les Boeing 787 doivent être régulièrement rebootés pour éviter que des données incorrectes soient affichées aux pilotes. Cela concerne notamment des données comme la vitesse en vol ou encore l'altitude. On a donc l'équivalent du reboot Windows, mais pour les avions. On continue en s'intéressant au réseau radio du futur qui sera mis en place en 2024 et qui concerne les forces de l'ordre et les forces de sécurité en France. Et tout ça va avoir un budget de 700 millions d'euros. Donc concrètement, aujourd'hui, les forces de l'ordre et de sécurité utilisent un réseau, mais qui est très très vieux puisqu'il date des années 80-90. Et surtout, il a un débit très lent parce que ça se base sur de la 2G. Et donc l'idée, c'est quand même de moderniser un peu tout cela. Et donc dans l'idée, ça va cibler 2024. Pourquoi 2024 ? Parce que tout simplement, il y a les JO. Et donc, ils vont l'utiliser, ce réseau, pour passer des appels vidéo, partager sa géoloc et surtout envoyer des fichiers lourds. Tout cela s'appuiera sur le réseau de Orange et Bouygues dans sa version commerciale, mais ce sera en mode hybride, c'est-à-dire qu'en plus, il y aura sur la bande des 700 MHz certaines fonctionnalités qui seront déployées en supplément. Bien évidemment, on comprend relativement le cas d'usage. Donc, autour des acteurs de ce projet, il y a Orange et Bouygues pour la partie infra, et ensuite, on a Airbus, Capgemini et Atos. Ensuite, comme vous le savez chez Google, il y a plein de systèmes d'exploitation qui existent, donc il y a Android, Chrome OS qui sont les deux principaux, mais il y a également Fuchsia qui est déployé sur tous les assistants Google, et il y avait même KestOS, et bien il y en avait même d'autres plein avant, et il y a même du Linux en interne avec une version avec leur propre distribution Linux d'ailleurs. Et là, ce que l'on apprend, c'est qu'il va y en avoir encore un nouveau qui s'appelle Kata OS et qui va être très sécurisé. Alors pour ça s'appuie sur un microkernel qui s'appelle SEL4. Alors là-dessus, j'avoue que je connais pas énormément. Mais bon voilà, on nous explique ici que c'est ultra sécurisé et que le tout est fait en Rust. Donc à quoi va servir ce système d'exploitation ? C'est encore un mystère parce que là c'est la branche open source de Google qui a mis ça à disposition sur GitHub. Donc à voir qu'est-ce que ça donnera dans les mois et années à venir. Et pour ce dernier sujet, on va s'intéresser au mode incognito de Chrome. Et pour la faire simple, généralement c'est marketé comme un mode vie privée, mais en réalité pas du tout, c'est juste que le site en question, il n'apparaît pas dans l'historique, mais tout le reste est visible, votre IP, des choses comme ça, voilà. Et d'ailleurs, il y a une plainte qui a été déposée en mai à ce sujet. Et là-dessus, c'est qu'on voit qu'en interne chez Google, ce mode incognito, il est quand même assez complexe à mettre en avant, notamment auprès du marketing chief qui dit c'est trop compliqué à marketer parce que c'est pas vraiment privé. Et donc du coup, pour nous, on sait pas vraiment comment l'appeler, comment faire passer le message. Donc s'il vous plaît, faites-en un vrai mode privé. Et là-dessus, même les ingénieurs de Chrome disent qu'il faudrait arrêter tout ça parce que ce n'est pas un vrai mode incognito et surtout utiliser l'icône en forme d'espion, c'est totalement faux. Et un autre ingénieur dit que le mode incognito ressemble énormément à GUI Incognito, qui est tout simplement en fait un Homer qui est déguisé mais qu'on peut revoir et reconnaître à des kilomètres à la ronde. Donc voilà. Est-ce que ce mode incognito va changer ? À voir, vu que justement il y a la plainte qui a été déposée au mois de mai. Et c'est maintenant le temps de voir les résultats du sondage d'hier. Pour rappel, il rebondissait sur ce que John Carmack disait de chez Meta, à savoir que le développement Android natif en C++ était tout simplement horrible, je le cite.
Une majorité d'entre vous ne fait pas ce type de développement, mais si on s'intéresse aux autres réponses, dans la majorité des cas, vous allez dans son sens, à savoir qu'il faudrait l'améliorer. Il est donc temps de s'intéresser au sondage du jour, où je vous demande ce que vous utilisez comme solution de back-end as a service. Est-ce que c'est plutôt des solutions fermées comme Firebase ou AWS Amplify, ou à l'inverse ouvertes comme Upright ou Supabase? Dans ce cas-là, n'hésitez pas à y répondre dans la partie communauté, et bien évidemment, comme d'habitude, si vous ne trouvez pas le lien, il est en commentaire épinglé. Et voilà, il est désormais temps de refermer ce Dev Café. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit like si vous l'avez aimé. De mon côté, je vais me préparer pour le Firebase Summit pour vous faire le meilleur compte rendu possible. En attendant, je vous souhaite à tous une super bonne journée. À bientôt!